Bonjour mesdames et messieurs, nous débutons aujourd'hui cette série de vidéos sur les liens entre les Arméniens et la ville de Venise par une des questions les plus intéressantes sur cette période. En effet, c'est à Venise, au début du XVIe siècle, qu'ont été publiés les premiers ouvrages en caractère arménien. Les liens entre la Sérénissime et les Arméniens étaient alors déjà anciens. Il faut en effet remonter à l'héritage des croisades et du royaume arménien de Cilicie qui exista entre 1198 et 1375 et avec lequel Venise signa plusieurs traités de commerce au XIIIe et XIVe siècle. De plus, la dernière reine en titre du royaume d'Arménie, de Jérusalem et de Chypre n'est autre que la Vénitienne Caterina Cornaro par son mariage avec le dernier roi lusignan de Chypre, Jacques II. Après la prise de possession de Chypre par les Vénitiens, elle vint s'installer à Venise et une cour gravitait autour d'elle, cour pour partie composée d'Arméniens. Les Arméniens, justement, séjournaient à Venise, dans le quartier de San Giuliano, à quelques 300 mètres de la basilique San Marco, où ils avaient une église dédiée à la Sainte Croix, Surprace Santa Croce, et un quartier. En accueillant les négociants arméniens, les élites vénitiennes espéraient capter une partie du flux caravanier qui avait traversé l'Eurasie et qui, grâce aux Arméniens, était vendu aux principales places marchandes européennes. L'essor de l'édition est enfin à mentionner. Après l'édition de la fameuse Bible à 42 lignes de Johannes Gutenberg, parue vers 1455, la technique de l'imprimerie se diffusa rapidement dans l'espace germanique et dans les villes qui y étaient liées. À Lyon, par exemple, dès 1476 et à Venise, dès 1470. La maîtrise de l'art de l'imprimerie, quelques 3 générations après sa découverte en Allemagne vers 1555, ou sa redécouverte, si on tient compte de sa première découverte en Chine, dans le courant du IXe siècle, est déjà remarquable. Il s'agit en effet d'une des premières impressions d'une langue vivante par ses propres locuteurs et pas par des savants européens, après les éditions dans les principales langues européennes de cette époque, le français, le portugais, l'espagnol par exemple. De plus, cette intégration d'une innovation occidentale est d'autant plus remarquable quand on la compare avec les autres impressions des peuples d'Orient. En effet, il faut attendre 1729 pour la première édition en turc ottoman, 1817 pour le persan et le 19e siècle pour les éditions liturgiques des autres chrétientés orientales, que ce soit le copte ou le syriaque. Cette édition semble avoir été faite en catimini de manière semi-clandestine, parce qu'il y avait à cette époque-là un éditeur, Democrito Terracina, qui avait reçu officiellement le privilège pour publier dans les langues orientales des œuvres en arabe, syriaque, arménien, indien et barbaresque. Ce privilège date du 15 juillet 1498 et s'est éteint après la mort de son titulaire vers 1500. Mais le fait est qu'il y avait à Venise, à cette époque-là, dans l'air du temps, l'idée de pouvoir étendre l'imprimerie aux peuples orientaux avec lesquels Venise était en relation économique. Il est intéressant de noter que Terracina demande à pouvoir imprimer des ouvrages en arménien et spécifiquement des ouvrages de médecine afin de pouvoir mieux soigner les Vénitiens, ce qui témoigne d'une estime, d'une compréhension de la qualité des médecins et de la médecine arménienne. De plus, cela nous montre qu'il y avait à Venise la volonté d'étendre la technique de l'impression aux peuples avec lesquels Venise était en relation commerciale. Et c'est d'ailleurs un commerçant qui a tenté de prendre le monopole sur les éditions dans les langues orientales. Ce privilège s'est éteint après la mort de Terracina vers 1500 et ne fut renouvelé au privilège de ses neveux, Paolo et Lelio, qu'en 1513. Cette famille ne publie aucun ouvrage en arménien.
Et durant la même période, Jacob publia 5 ouvrages en arménien, ce qui est une cadence importante, soutenue, notamment lorsqu'il s'agit d'un premier essai d'édition. Et la marque d'imprimerie DIZA semble avoir été utilisée pour donner l'illusion d'une maison d'édition dûment autorisée. De plus, Jacob, dans les premières pages des 5 ouvrages qu'il a imprimés, comme dans le colophon qu'il a inséré à la fin du missel, ne mentionne aucune commande des ecclésiastiques ou aucun soutien des grands de sa nation. Il a donc manifestement agi seul, dans une curieuse solitude que l'on ne sait expliquer. Ces livres de dimension modeste, 11 cm par 16, témoignent d'une remarquable hybridation entre l'art médiéval du manuscrit arménien et cette innovation extraordinaire qu'est l'imprimerie à caractère mobile. L'observation des pages permet de noter une adaptation de l'écriture principale des manuscrits arméniens médiévaux, le Bolorkir, aux contraintes de l'imprimerie. Ainsi, comme dans les manuscrits, les mots ne sont pas coupés. Mais là où la mise en place de ce nouveau savoir-faire de l'imprimerie à caractère mobile aurait pu permettre de normaliser les lettres, Jacob a fait le choix de faire graver plusieurs types d'une même lettre et d'utiliser ces différentes formes de lettres de manière aléatoire. Est-ce qu'il y avait là la volonté de se rapprocher le plus possible de la forme des manuscrits que ses lecteurs avaient l'habitude de consulter, ou la volonté de ne pas choquer les lecteurs? Nul ne le sait. De plus, ces ouvrages de petit format qui permettent de prier et de se recueillir ressemblent beaucoup aux amulettes arméniennes, les yemayel. Et évidemment, la présentation est différente. Les yemayel sont des longues bandes de papier sur lesquelles on a écrit des prières et fait un certain nombre d'ornementations. Mais à bien des égards, le livre du vendredi, l'Urbatakirk, est une amulette transformée en livre. À une époque où les bibliothèques des monastères et des églises avaient été maintes fois pillées, il est évident qu'il y avait un grand besoin d'ouvrages liturgiques. Pourtant, les prêtres ne sont probablement pas les premiers bénéficiaires de ces nouvelles éditions. En effet, il y avait un proverbe arménien qui expliquait que les prêtres ne distinguaient pas le blanc du noir, c'est-à-dire qu'ils célébraient par cœur. D'ailleurs, la dimension relativement modeste de ces livres, qu'on pourrait appeler des livres de poche, ne correspond pas vraiment aux besoins d'ostentation du livre sacré devant l'autel et les fidèles. La thématique de ces livres, comme leur format de poche, oriente vers le milieu de personnes alphabétisées, pieuses, mais vivant loin de leur famille, de leur village, voyagent de la mer de Chine à la Méditerranée, de la mer Baltique à l'océan Indien, en passant par le Caucase, l'Asie centrale et le monde indien. À cette époque, la deuxième partie du XVe siècle et les premières décennies du XVIe siècle, on voit apparaître dans la littérature arménienne la figure de l'exilé volontaire. Un certain Megerditch, ancien évêque d'Amida, aujourd'hui Diyarbakir, dit Nahak, publia vers 1450 une complainte de l'expatrié, qui se trouve justement imprimée dans le livre des Cantiques, la dernière publication de Jacob. On y lit que Dieu créa l'homme au paradis et le fit roi de l'univers. Pourtant, l'expatrié n'a plus d'identité puisqu'il vit loin de sa famille. Fût-il prince ou baron, il est méprisé en terre étrangère et ravalé au rang de misérable. Comme il ne maîtrise pas la langue du pays, nul ne l'écoute, fût-il aussi sage que Salomon. L'exil est une chute, un gage de mortalité. D'ailleurs, l'exilé meurt seul, sans amis ni frères pour prier pour lui, et son âme est abandonnée à Dieu dans toute sa rigueur. Et c'est probablement pour répondre aux angoisses et à la solitude de ces marchands, poussés sur les routes par les guerres et la nécessité, que Jacob a publié ses ouvrages. Pour orner les premiers ouvrages imprimés dans sa langue et dans son alphabet national, Jacob a acheté des bandeaux de bois pour orner les titres courants de chacune des pages de ses livres. Un pour les pages de droite, un autre pour les pages de gauche, reconnaissable à la volute gravée à une des deux extrémités.
Il a également fait graver des vignettes ornementales pour séparer les différents textes par un graphisme rappelant les manuscrits arméniens. Enfin, le frontispice du livre du vendredi montre un groupe de prêtres allant visiter un homme alité dans une chambre de style italien. Mais alors que toutes les autres gravures utilisées dans ces éditions reprennent des gravures standards des éditions contemporaines, celle-ci a été surchargée pour montrer, pour le prêtre principal, un capuchon et une barbe caractéristiques des Vardabed arméniens. Présentons maintenant les éditions de Jacob Meraba en lisant la première ligne de chacune de ces éditions, le titre, et en donnant le titre usuel pour chacune de ces 5 premières publications, d'après l'ouvrage de référence, le catalogue de Raymond Kevorkian. En 1511-1512 est donc paru, je cite, le nom de cet ouvrage est le livre du vendredi, le livre du vendredi ou Urbatakirk. Et un autre propose de pouvoir prévoir les tremblements de terre qui sont, on le sait, si fréquents en Arménie. Le livre du vendredi, Urbatakirk, a un contenu beaucoup plus déconcertant à première vue. Il s'ouvre par l'histoire de Saint Cyprien, qui est un prédécesseur romain du docteur Faust, qui espère séduire la belle Vierge Justine à l'aide de prières infernales. Ce livre a été composé, entendez imprimé, en l'an 962, c'est-à-dire 1513 de l'ère commune, dans la ville protégée de Dieu qui est Venise en Francie, entendez en Europe, par la main du pécheur Jacob. Celui qui lit ceci demandait à Dieu la rémission de mes péchés. Son nom est donc Jacob, Jacques, et son surnom, Meraba, signifie empli de péché. Il y a là un épithète de qualité courant dans les colophons arméniens du Moyen Âge et de l'ensemble du monde occidental. Ceci est le livre des cantiques de l'âme et du corps, il s'agit d'un recueil de cantiques. Et on retrouve dans cet ouvrage un certain nombre de pièces importantes de la littérature arménienne, comme un extrait du Vipassanutun, l'histoire rimée de Saint Nersès Shonorali, dans la partie concernant Saint Grégoire l'Illuminateur. Et donc c'est une histoire rimée de Saint Grégoire l'Illuminateur qui a été introduite. À côté de cela, nous avons la complainte de l'exilé, sur laquelle nous reviendrons, et diverses pièces de Grégoire de Narek ou Frix. Ainsi, le livre du Cantique de l'âme et du corps permet de prier où que l'on soit, à voix haute ou à voix basse, en fonction du contexte. Le missel permet de se remémorer la messe, même quand on ne peut y assister. Le calendrier permet de suivre le rythme du temps selon l'ère de son peuple, en suivant notamment les jours de jeûne et d'abstinence. Après le calendrier, un certain nombre de pièces ont été ajoutées. L'une d'elles permettait de prévoir le rythme des pluies selon le cycle de la Lune, et l'autre de prévoir les tremblements de terre si fréquents en Arménie. Le livre du vendredi a un contenu beaucoup plus déconcertant à première vue. Il s'ouvre par l'histoire de Saint Cyprien, un prédécesseur romain du docteur Faust qui essaie de séduire la belle Justine, une vierge chrétienne, à l'aide de prières infernales. La pièce qui suit et qui complète l'histoire est l'histoire de la Vierge Justine qui montre comment Cyprien, ne pouvant séduire cette jeune femme, finit par se convertir. Suivent 3 pièces de dévotion, une supplique à tous les saints, une prière de Saint Grégoire de Narek et un abrégé des évangiles. Les 3 dernières pièces sont aujourd'hui plutôt qualifiées d'éléments de superstition. Il y a une prière du patriarche Phocas contre le fouet des démons, un écrit contre le mauvais œil et un écrit contre les piqûres de serpents. Cet ensemble, qui peut nous paraître aujourd'hui hétéroclite, est néanmoins caractéristique de la psychologie des Arméniens de cette époque, psychologie qu'il nous faut maintenant présenter. Mais auparavant, analysons la marque d'imprimeur qui a été mise à la fin de chacun des 5 ouvrages, D-I-Z-A. Elle peut s'interpréter ainsi: D pour Dei Servus, serviteur de Dieu, I Jacobus, Z Zani, la forme vénitienne de Vaniciane, et A Armenius.
La marque d'imprimerie DIZA pourrait avoir été utilisée pour brouiller les pistes et faire croire à une imprimerie dûment autorisée par les autorités vénitiennes. En conclusion de cette première vidéo, on peut noter que l'imprimerie installée par Jacob dans le port de Venise avait pour objectif de répondre aux besoins des négociants arméniens vivant loin de leur famille. Ce faisant, il a initié par l'adoption de ce nouveau processus technique, l'imprimerie, un mouvement dont les conséquences culturelles, spirituelles et politiques le dépasseront largement, car elles vont permettre de préserver très largement l'héritage culturel arménien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.